y a quelques jours dans la story, on vous avait raconté le renouveau assez incroyable du LSD dans la Silicon Valley. Le mélange de la contre-culture hippie et de la toute-puissante culture technologique américaine. On avait notamment écouté Cory, un entrepreneur américain adepte du microdosing. Il nous avait raconté des choses qui nous avaient intrigués. D'abord sur la raison politique qui aurait poussé l'État américain à interdire le LSD, et ensuite sur le créateur du LSD lui-même, Albert Hofmann, mort à 102 ans, non sans avoir abondamment consommé de sa création. Forcément, j'ai eu envie d'en savoir plus. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et je vous propose un voyage dans le temps et dans le cerveau. Le LSD, les champignons hallucinogènes, sont-ils une chance pour la médecine moderne ? Ont-ils un potentiel thérapeutique pour lutter par exemple contre la dépression ou les dépendances ? Si oui, pourquoi les a-t-on interdits ? Pour des raisons politiques ou sanitaires ? Et pour échapper au type de civilisation offert par Los Angeles, d'assez nombreux Vénitiens se réfugient dans le dernier hallucinogène à la mode, le LSD. Nixon a-t-il interdit le LSD pour pousser les hippies en herbe à partir à la guerre ? Let me put this into perspective. I have visited Vietnam many times. La CIA a-t-elle utilisé le LSD sur des cobayes humains et a-t-elle pulvérisé un nuage de LSD sur un petit village du Gard dans les années 50 ? On partait en vélo, moi je parlais, il y en a qui faisaient l'avion à réaction par les fenêtres, ils se sont tués et on était fada. Je me suis demandé pourquoi il y avait autant de fantasmes autour de ce produit. Et pour essayer d'y voir plus clair, j'ai demandé à Michel Varnet, qui travaille avec moi sur le podcast, de se plonger dans l'histoire du lysergxaoreux diéthylamide, le petit nom chimique du LSD, en commençant par le début. Le LSD, c'est un pur produit de laboratoire. C'est Albert Hofmann donc, qui l'a découvert par hasard en 1943. Il faisait des recherches sur l'acide lysergique. Alors, l'acide lysergique est issu de l'ergot de seigle. L'ergot de seigle, c'est un produit qui est dans la nature. C'est en fait un champignon parasite qui se met sur la céréale, le seigle. Et donc, il fait des recherches sur ce produit-là, sur cet alcaloïde, pour des problèmes de pression sanguine. Il travaille pour les laboratoires Sandoz, en Suisse. Et voilà, donc il est devant ses alambics et en fait, en faisant ses opérations, il inhale de la vapeur. Et là, il a des hallucinations. Il se rend compte qu'il se passe quelque chose de chimique presque. Oui, il sait analyser les choses. Hein, c'est un scientifique. Et donc, bon, c'est un effet qui est assez court parce que c'est juste, voilà, il a inhalé rapidement. Mais voilà, comme tout bon scientifique, il veut comprendre, il veut chercher plus loin. Donc, en fait, il recommence ses expériences et là, il ingère le produit, qui est un liquide. Et là, il part pour des heures d'hallucinations, de sens aiguisés, de changement de perception du temps. Enfin, il se passe quelque chose d'assez incroyable pendant plusieurs heures. Et surtout, ce qui le frappe, c'est que quand les effets se dissipent, il se souvient de tout ce qu'il a vu. Il peut tout consigner, il peut tout expliquer, décrire. Et de là, il se dit, il y a un champ d'exploitation de ce produit dans le domaine du psychique. C'est-à-dire, en psychiatrie, on peut utiliser ce produit pour aider les gens à mieux vivre ? Ce que va faire le laboratoire Sandoz, c'est déposer le brevet déjà et produire. Dans la décennie des années 50, ils vont diffuser le produit à qui le veut pour en fait le tester. Donc oui, effectivement, ce sont les psychiatres qui vont s'en emparer, les neurologues, et qui vont le tester sur leurs patients. Alors Sandoz commence à diffuser assez massivement ce produit. J'ai envie de dire qu'il va complètement leur échapper à un moment. Voilà. Le problème, c'est qu'à un moment, ça s'emballe. Aux États-Unis, le brevet est déposé en 1948. Le produit commence à se diffuser progressivement. Apparemment, la CIA va faire des expériences dans ses recherches de sérum de vérité, ce qui est vraiment au cœur de ses recherches dans les années 50. On est en pleine guerre froide, donc voilà, il y a quand même pas mal de paranoïa. Donc ils ont vraiment utilisé ce produit sur des cobayes humains, ça c'est avéré ? Non, c'est pas avéré. Mais les soupçons sont assez forts, voilà.
Alors effectivement, la CIA s'en empare ou s'en serait emparée pour mener des recherches, mais c'est surtout la communauté artistique qui va s'emparer de ce produit. Oui, cette communauté artistique, elle va avoir un fabuleux évangélisateur du produit, Timothy Leary. Timothy Leary est un docteur en psychologie de l'université de Harvard. Il fait des recherches en laboratoire. Très vite, il s'empare du LSD dans ses recherches en psychologie, notamment ses recherches sur la personnalité. Voilà. Donc il en est sûr, il y a une clé dans le LSD pour accéder à un meilleur traitement sur les problèmes de personnalité. Il emmène assez facilement les foules, il tient tribune dans les parcs à San Francisco. Mais tout ça va tellement loin qu'en fait, il se fait virer de Harvard. Ah oui, on lui dit merci, au revoir. Oui. First of all, we have to ask the question, what is LSD? LSD is a chemical, but it's not a drug. Écrivain, musicien, peintre, le LSD a parfois eu une influence forte sur la création des artistes, parfois couplée à d'autres drogues. Aldous Huxley, par exemple, a publié dans les années 50 deux essais, Les portes de la perception sur les drogues psychédéliques et Le ciel et l'enfer sur les états de conscience modifiés. Le poète américain Allen Ginsberg en a aussi fait l'expérience. Jack Kerouac, William Burroughs ont aussi appelé à la révolution psychédélique et chimique. Comment passer sous silence aussi le titre des Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, interdit d'antenne à la BBC en raison des initiales LSD. D'autres musiciens en ont aussi consommé, comme Jim Morrison ou les Rolling Stones. Et puis, il y a cette expérience de Ken Kesey. L'écrivain, auteur de Vol au-dessus d'un nid de coucou, a fondé une communauté, les Merry Prankers, les joyeux lurons en français. Ils ont aménagé un bus ils ont sillonné les États-Unis en organisant des acid tests. Le LSD a complètement échappé à ses créateurs, de quoi aussi inquiéter les autorités. L'interdiction ne va pas tarder à arriver. L'interdiction, elle tombe aux États-Unis en 1966. C'est d'abord une interdiction de fabrication et ça se double en 68 d'une interdiction de possession même du produit. Pour quelle raison ? Devant l'usage récréatif massif qui a été fait du LSD, on commence à se rendre compte que c'est quand même un produit imprévisible. Dès 1965, il faut savoir que Sandoz cesse de le fabriquer. Donc à partir de 65, il y a des laboratoires clandestins. Qui dit laboratoire clandestin dit peut-être fabrication moins contrôlée et de là aussi une diffusion encore plus massive et aussi en fait un abus d'usage pour les consommateurs. C'est-à-dire que faut savoir que la dose hallucinogène du LSD se situe entre 100 microgrammes et 300 microgrammes. Donc c'est une goutte qui est déposée sur un buvard, mais les gens commencent à prendre 2 buvards, 3 buvards, 4 buvards, 5 buvards. Ça ne s'arrête pas, c'est une vraie flambée quand même. Comme c'est une drogue qui est diffusée comme si elle n'en était pas une, et qui est évangélisée de cette façon, l'usage devient assez vite abusif. Et les problèmes ne tardent pas, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des hallucinations terrifiantes qui poussent les gens au suicide, notamment par beaucoup de défenestration. Et du côté thérapeutique, en fait, on commence à se dire que le produit est assez incontrôlable. Et Michel, il y a aussi un fait divers qui va vraiment modifier l'image du LSD. C'est en 1969, un événement terrible va définitivement jeter l'opprobre à ce moment-là sur le produit. C'est la tuerie orchestrée par le gourou Charles Manson dans une villa d'Hollywood. Cette villa, c'est la villa de Sharon Tate, c'est l'épouse de Roman Polanski. Et avec 4 autres personnes, elle va être sauvagement assassinée. En plus, elle est enceinte de 8 mois, donc c'est un crime absolument affreux. L'événement va marquer les mémoires et dans l'opinion publique, le lien est fait. Alors, il y a eu beaucoup de fantasmes aussi autour du LSD. On en parlait au début avec notamment la CIA et cette histoire d'un petit village français, le Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui ?
Le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas vraiment ce qui s'est passé. Et il y a eu différentes thèses. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En 1951, un village presque entier est pris de folie, de délire collectif. Les gens errent dans la rue, hurlent, se tordent de douleur, ont des hallucinations. Il y a des scènes de chaos réellement. Il y a quelqu'un qui se prend pour un avion, qui saute de son immeuble. Il y a un enfant qui tente d'étrangler sa mère. Enfin, des choses complètement inexplicables et en fait avec donc des délires collectifs très concentrés sur une petite période, mais après pendant des mois, des crises aussi, des personnes qui rentrent en crise. Je suis resté exactement 21 jours sans dormir. Mes nuits, je les ai passées à compter, à murmurer le mot de saxophile, qui ne arrive absolument à rien, sans arrêt. Ou alors, à certains moments, venir ici, là, sur le palier que vous avez, regarder combien il y avait de hauteur, et il me disait, si tu tombais en bas, tu te ferais mal. On fait même venir Albert Hofmann, dont on connaît les travaux sur le LSD, on est en 1951, pour qu'il apporte son avis, éventuellement qu'il fasse un lien. Lui, il voit la thèse de l'ergot de seigle. En fait, ils auraient consommé, c'est ça, du pain acheté dans une boulangerie. Voilà, ils auraient consommé une farine contaminée avec de l'ergot de seigle. Ça, c'est la thèse la plus largement partagée. Mais il y en a d'autres aussi. Notamment en 2010, il y a la thèse d'un journaliste américain qui affirme que la CIA aurait aspergé le village de LSD. Et là, on n'a aucune preuve. Aucune. Mais l'idée d'un pain contaminé, aujourd'hui, c'est cette thèse-là qui est privilégiée, en tout cas. Oui. C'est la thèse du pain contaminé, de la farine même contaminée, qui est la plus largement partagée. Le LSD, une histoire hallucinante forcément. Mais cela ne répond pas à la question principale à mes yeux. Quel effet cette substance a-t-elle sur le cerveau et est-ce dangereux pour la santé ? Pour y répondre, je me suis rapproché d'un scientifique. Il s'appelle Jean-Michel Delille, il est psychiatre à Bordeaux et responsable du réseau d'addictologie Fédération Addiction. Et je lui ai demandé, est-ce que ces drogues psychédéliques libèrent vraiment la créativité ? Absolument. C'est un effet qui a été identifié par Hofmann, qui a été le chimiste qui en Suisse a pu isoler le LSD et qui avait observé sur lui-même des effets qu'il qualifiait d'absolument extraordinaires, alors qui à très forte dose pouvaient déclencher de véritables hallucinations, des hallucinations visuelles, des voyages, des tripes tout à fait extraordinaires comme des rêves éveillés. Mais déjà, il avait pu observer qu'à des doses relativement plus faibles, il pouvait avoir une forme de libération de l'esprit avec une créativité amplifiée, des expériences subjectives très 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 riches et qui à ce moment-là avaient pu déboucher sur l'utilisation du LSD en psychiatrie où en fait initialement il avait été utilisé comme catalyseur justement de psychothérapie. Et certaines personnes disaient qu'ils apprenaient plus sur eux-mêmes après 1 ou 2 voyages sous LSD qu'en 10 ans de psychanalyse. Donc quelque chose qui accélérait beaucoup les associations libres au niveau de l'esprit et permettait de s'aventurer vers des découvertes psychiques jusqu'alors tout à fait inattendues et inespérées. Qu'est-ce que ces drogues ont comme effet sur le cerveau ? On le sait ? C'est un effet, oui, qui maintenant est très bien identifié. Ce qu'on savait chimiquement depuis le début, c'est que c'était des stimulants de la chaîne sérotoninergique, donc un neuromédiateur, la sérotonine, qui est très impliqué, y compris dans les phénomènes d'humeur, mais également dans les mécanismes hallucinatoires. Et la plupart des hallucinogènes, d'ailleurs, contiennent des substances analogues de ce neuromédiateur. Et depuis peu, en revanche, depuis la dernière décennie à peu près, on a réussi à comprendre quel était le mode d'action au plan cérébral de ce type de molécules. Et en gros, ça ralentit le fonctionnement des centres cérébraux qui coordonnent l'activité consciente, l'activité cognitive, de l'activité créative, ce qui fait que ça procure à ce moment-là une forme de libération au niveau de l'esprit qui peut permettre aux personnes de se sentir dans des états un peu inhabituels
de dissolution de leur ego et de fusion dans le cosmos, dans des expériences quasiment religieuses et mystiques, hein, comme celles qu'on pouvait rencontrer avec les hallucinogènes traditionnels, mais dans un cadre plus contrôlé. Donc actuellement, effectivement, on comprend mieux les mécanismes neurobiologiques de ce type de molécules, ce qui fait qu'on commence aussi à faire des expérimentations pour les réintroduire en fait dans le champ des éventuelles thérapies psychiatriques, mais évidemment dans des contextes beaucoup plus contrôlés que des conditions d'usage actuellement chez des usagers de drogue. On peut imaginer effectivement des usages médicaux pour ce qu'on appelle couramment des drogues. La plupart des drogues, de toute façon, peuvent avoir des effets médicaux, y compris des opiacés, hein, cet excédent antalgique. Enfin, on discute aussi sur le cannabis thérapeutique, etc. Mais y compris donc les drogues psychédéliques dont on se méfie beaucoup plus parce que leur potentiel toxique au plan psychiatrique est évidemment très très important. Hein. Un certain nombre d'usagers, c'est ce qui avait limité le développement du LSD dans les années 60. Un certain nombre d'usagers restaient perchés, comme il disait, c'est-à-dire continuaient à présenter des expériences délirantes durables, voire même chroniques au long cours. Donc tout ça aussi était évidemment très très dangereux. Néanmoins, dans un cadre contrôlé, on a recommencé à faire des expériences avec des hallucinogènes. Alors pas tellement le LSD parce que c'est vraiment extrêmement puissant, mais avec des hallucinogènes un peu moins intenses comme la psilocybine, c'est le principe actif des champignons hallucinogènes. Et il y a des expérimentations en cours extrêmement prometteuses, d'ailleurs aux hôpitaux de New York, également en Europe, à Londres, à l'Imperial College, où on essaye d'utiliser ce type de molécules dans le traitement, notamment de dépression résistante dans le cadre de cancers évolués, donc où les patients sont en phase terminale, donc évidemment des dépressions extrêmement robustes, mais où il y a des résultats assez encourageants de véritable apaisement de cette souffrance psychique grâce à ces molécules. Et c'est expérimenté aussi avec là des résultats extrêmement prometteurs dans le cadre des stress post-traumatiques. Alors des bénéfices, effectivement, mais on sait que l'OMS s'était inquiétée et s'inquiète toujours du retour en grâce, notamment dans la Silicon Valley du LSD. Est-ce que c'est vraiment la question qu'on peut se poser? Est-ce que c'est dangereux? Bien sûr. C'est-à-dire les drogues ont deux visages, hein, c'est le véritable Janus. Et plus elles sont puissantes, plus elles peuvent éventuellement avoir des effets bénéfiques, mais aussi plus elles peuvent avoir des effets tout à fait délétères et catastrophiques selon les vulnérabilités des personnes, selon les conditions d'utilisation, selon les dosages utilisés. Enfin, et la difficulté avec les usages un peu sauvages, disons, qui sont pratiqués, notamment en Californie, où il y a toute une longue tradition et toute une longue histoire avec le LSD, c'est qu'évidemment ça peut déboucher sur des complications psychiques relativement sévères. Alors à minima, ce sera des grosses crises d'angoisse quand le rêve éveillé tourne au cauchemar, hein, en fonction de l'état d'humeur de la personne, qui tout d'un coup peut se sentir menacée par des entités diaboliques, et perdre le contrôle et éventuellement perdre la vie également en se précipitant par une fenêtre. Et il y a des décès par défenestration, hein, qui sont très très décrits avec les hallucinogènes. Et le risque majeur, évidemment, est chez certaines personnes, peut-être en fonction de vulnérabilité personnelle, mais qu'on peut pas prévoir à l'avance. Chez certaines personnes, donc, il peut y avoir des productions délirantes qui vont avoir tendance à s'installer, à déclencher des troubles délirants, donc psychotiques, chroniques au long cours, ce qui évidemment est une catastrophe pour les personnes concernées. Alors, plus banalement, ce qu'on a pu observer, y compris chez certains hommes d'affaires qui essayaient ces produits-là, il en a été question à propos des Musk notamment, c'est que ça peut entraîner des troubles cognitifs, hein, par des inhibitions, avec des prises de décision totalement intempestives, incongrues. C'est-à-dire à un certain moment, la libération, la créativité peut devenir totalement débordante et amener à des décisions totalement aberrantes, ce qui évidemment est moins dangereux pour la santé, mais sans doute beaucoup plus dangereux pour le fonctionnement d'une entreprise. Merci à Jean-Michel Delisle, psychiatre et responsable de Fédération Addiction. Merci aussi à Michel Varnet pour nous avoir ouvert son livre d'histoire. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui.
L'émission a été réalisée par Nina Almberg avec Michel Varnet. N'hésitez pas à nous écouter sur les plateformes de podcast et surtout à vous abonner. La story crée une dépendance, mais ce n'est pas dangereux. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.